Bonjour tout le monde. Bonjour Bastien. Rentrez donc, installez-vous. Bonjour à tous. Donc Thibaut Gomez-Léal que vous connaissez. Je vous laisse vous installer sur ces places-là. Bonjour à tous le SAD, salut Bastien. Ça te va ? Bienvenue. Et bienvenue à Ulysse Malassane et Oussama Ouacheria. Merci. Alors lequel est Ulysse, lequel est Oussama ? Ulysse, c'est moi. Oussama. Ulysse Oussama, ça marche. Les co-créateurs Du studio La Cachette. du studio La Cachette et C'est ça. de la prochaine série Le Collège Noir dont on va parler. C'est effectivement l'événement d'aujourd'hui. Salut à tous dans le chat. Salut Wartev. Vous connaissez le principe, hein, vous avez effectivement donc notre chat qui est là, qui Voilà. s'affiche à l'écran, qui vont poser des questions sûrement. Super. La cachette, pas la gâchette, l'ordibus. Voilà. Le bal des coiffures improbables, je suis pareil, Musical 75, ils sont marrants, ils font des blagues souvent, vous allez voir. Donc bienvenue Ouais. à tous les deux, merci d'être avec nous aujourd'hui. Tout à Merci de fait. nous On est là recevoir. pour déjà apprendre à vous connaître, apprendre à connaître le studio La Cachette que vous avez donc cofondé. On va en parler et surtout votre histoire. Et on va aussi parler du coup de la production qui arrive sur ADN la semaine prochaine, qui s'appelle donc Le Collège Noir, qui est votre première production, on va dire interne, on va dire avec votre identité propre, voilà, qui est une série de 6 épisodes de 15 minutes et on est là pour en parler. Alors, avant même de commencer, pour vous présenter un petit peu au chat et à ceux qui nous regardent, moi j'étais déjà venu vous voir en mai dernier, notamment parce que vous aviez travaillé sur la série Star Wars Vision. De Disney+. Et j'avais pu, du coup, on avait pu échanger directement dans vos locaux. Attention à bien rester devant le micro. Oui, tout à fait. Donc, La Cachette, studio parisien du 14e arrondissement. Vous existez, vous avez été créé il y a presque 10 ans, si je ne m'abuse. Faites presque 10 ans l'année Presque prochaine, 10 ans. enfin, dans un an. Et vous avez, dans ces 10 années-là, travaillé sur pas mal de projets. J'ai cité Star Wars Vision, on peut citer Love, Death and Robots, on peut citer également Primal, la série de Genndy Tartakovsky qui est sur Adult Swim. Mais une fois que j'ai dit tout ça, j'ai pas dit grand-chose. Est-ce que vous pouvez le présenter mieux que moi ? C'est quoi le studio La Cachette ? C'est quoi la patte du studio La Cachette ? Est-ce qu'on ne ferait pas la selon bande vous. démo derrière, pendant que Et vous, on va pendant vous montrer que du vous coup la expliquiez. bande démo de vos productions en même temps. Super. La Cachette, c'est un studio d'animation spécialisé en 2D, Ouais. déjà, qu'on a créé il y a 10 ans, bientôt 10 ans, par Ulysse, Julien Cheng, qui est le troisième cofondateur, et moi-même. Nous nous sommes rencontrés à l'école des Gobelins, donc une bonne école d'animation 2D. Et à l'époque, voilà, on voulait... l'animation 2D n'était pas aussi resplendissante qu'aujourd'hui, et la mode était un peu plus sur la 3D. Et nous, on voulait vraiment raconter un peu nos histoires, un peu classiques. On est des artistes, etc. Et voilà, je me souviens que quand on a fait notre film de fin d'études, tu sais, nos profs nous disaient profitez-en bien parce que c'est la dernière fois que vous ferez de la 2D. Parce que La 2D c'est terminé, C'est tout le monde terminé. est sur Pixar Voilà, et Disney en exactement. 3D. C'était quoi là, les films d'animation de l'époque qui sortaient ça s'appelait Le Royaume. Nous, on a fait un film Non mais je veux de... dire, sur ce que tu disais que c'était plus la 3D qui était en vogue à ce Pixar, moment-là. La grande époque de Pixar, Ouais. chaque film était de Dragon. plus en plus réaliste en termes de rendu. Est-ce qu'il y avait eu la Princesse et la Grenouille encore chez Disney ou pas ? Ouais, 2010, C'était 2012. juste avant c'est ça. l'école. Ça. Ouais, c'était un peu avant. C'était justement, c'était le dernier film, je crois, Ouais. Disney en 2D. Mm. Et après ça, je crois, le film avait d'ailleurs pas suffisamment marché pour qu'ils décident de continuer à faire de la 2D. Ils avaient Faites Un peu attention au mis de micro, côté. peut-être parler bien devant les micros. Ah, pardon. Et donc, c'était le moment où justement ils avaient arrêté un peu la 2D, quoi, Ouais. Disney. Donc là, il y avait cette espèce de passage à la 3D qui était en train de se faire. Et d'après l'école, c'était ça l'avenir. Et du coup, il fallait, si on voulait avoir du travail derrière, effectivement, on valait mieux se concentrer sur la 3D. Surtout Donc, que la promo juste au-dessus de nous, il y avait un film à l'époque qui s'appelait Octapodie au Gobelin qui a été nominé aux Oscars en Ouais. meilleur court-métrage. Et si tu veux, à l'époque, l'école était en mode il faut aller à fond sur la 3D. Ouais. Donc quand on est arrivé en dernière année, on nous a dit faites de la 3D, ce serait peut-être bien. Et nous on a fait non, on veut faire de la 2D en fait. Si on est rentré à l'école, c'est pour ça. Et voilà. Et en sortant de l'école, on a travaillé un peu. Voilà. Un sur peu chacun de notre côté. Un parce peu que chacun de du notre coup, on a fait côté. notre vie un peu d'artiste. Et puis voilà, je dis pas qu'une fois qu'on a fait le tour, mais voilà, l'animation 2D nous manquait. Mm. Et on n'arrivait pas à développer les projets qu'on voulait faire chez les autres. Mhm. Donc un peu en mode idéaliste et romantique, on s'est dit on va faire notre studio et puis on verra ce qui se passera, quoi. Et juste, pourquoi cet amour de la 2D du coup ? Pourquoi avoir mis l'accent là-dessus Et est-ce que vous avez des griefs contre la 3D ou c'est juste... Non, pas du tout. Non, il y a des films incroyables en 3D. Non, c'est plus... déjà parce que d'un côté, nous, je pense qu'on a grandi principalement avec des œuvres en 2D, en fait. Mhm. De l'animation japonaise, beaucoup.
Et américaine, hein, américaine Disney, aussi, d'ailleurs, les anciens Disney et tout. Et puis, je pense que c'est un goût artistique aussi, quoi. On a toujours trouvé ça beaucoup plus agréable de dessiner plutôt que d'être devant un modèle 3D un peu froid dans un logiciel tout gris. Ça a toujours été plus intéressant pour nous de vraiment manier un crayon. Et puis, d'autant qu'au Gobelin, on avait vraiment appris en plus à animer sur papier. Ouais. C'est une des finalement dernières fois où on a pu vraiment animer sur papier, parce qu'après, une fois dans l'industrie, en fait, maintenant tout le monde est passé en numérique. Mais le principe reste le même, c'est-à-dire qu'on a quand même des tablettes sur lesquelles on dessine et on fait chaque image, chaque dessin, voilà, image par image. Donc l'outil est différent, maintenant ça va un peu plus vite grâce à ça, mais ça reste du dessin à la main, quoi. Justement, tu parles de cet attachement au dessin. On a vu dans la bande-annonce, on peut peut-être la bande démo, pardon, on peut peut-être la re-regarder. La Cachette, vous avez quand même un style très particulier, un peu crayonné, un peu un peu aussi. Qui rappelle l'animation japonaise un petit peu. Comment est-ce que vous le définiriez, vous, ce style La Cachette, cette patte? Ghibli à la sienne, Disney à la sienne, vous avez une patte particulière, il y a un style La Cachette? Ouais, c'est un style peut-être un peu hybride, parce que ce qui est intéressant, justement, Oussama disait qu'on avait chacun fait un peu notre vie après l'école. On avait testé un peu différentes choses, et on a Julien qui est allé faire un stage, par exemple, chez Disney, justement, aux États-Unis. Ouais. Donc en concept, il a fait beaucoup de concept art là-bas sur leurs films. Il y a Oussama qui, lui, allait faire un stage au Japon. Et à chaque fois, c'était des cultures assez différentes, en fait, artistiquement. C'était des manières de travailler très différentes et tout. Et avec à chaque fois des choses assez intéressantes. Moi, je suis resté en France, j'ai fait de la bande dessinée, donc ça aussi, ça a apporté un peu un graphisme qui du coup, a pu s'inspirer un peu aussi d'un rendu de bande dessinée. Enfin, on a eu plein d'expériences comme ça qu'on a un peu accumulées. Et agglutiner ensemble pour arriver à créer un peu ce style-là. Et je rajouterais que vous avez été animateur, toi et Julien, sur un film qui s'appelle Ernest et Célestine, le tout premier, il y a 10 ans, qui avait quand même une sorte de touche de patte. Exactement, voilà. Qui s'est quand même déteint aussi sur un peu le style et la signature du studio. Ouais, parce qu'il y avait justement le fait qu'on ait un rendu du coup qui est un peu plus rough que certains autres dessins animés qui sont plus précis et plus fins. Nous, ça nous permet de mettre beaucoup plus d'énergie dans l'animation et de permettre d'animer beaucoup plus plutôt que de se concentrer sur le rendu final qui quand c'est très clean et tout, ça demande plus de travail. Donc des fois, on fait un peu moins d'anime et on pense plus au rendu final, quoi. Super. Ouais. Et du coup, vous aviez travaillé, on peut peut-être le regarder. Donc on a montré la bande démo, mais vous avez commencé donc aussi à travailler sur des projets avec Netflix. On a parlé de Love, Death and Robots. On a des images à vous montrer, le chat. Peut-être que vous reconnaissez dans le chat cet épisode j'ai un énorme bug sur mon truc là, particulier. Et surtout, vous avez aussi collaboré avec Genndy Tartakovsky, qui est donc le créateur des Super Nanas, le créateur du laboratoire de Dexter. On peut penser à Samurai Jack, donc c'est un énorme animateur américain qui vient vous chercher, parce qu'il vient littéralement vous appeler pour vous dire bonjour, j'ai une série qui s'appelle Primal. Et j'aimerais que vous travailliez dessus. Donc très très rapidement, vous êtes quand même à travailler avec Netflix et avec Hollywood, on peut en parler. Comment ça a été ce baptême du feu qui était quand même arrivé rapidement en fait, quand on a commencé, on a fait un trailer pour une BD du livre qui s'appelle Kairos, qui a été une sorte de carte de visite du studio. Donc on a été très bien relayé, notamment par Katsuka, qui a quand même une audience qui va jusqu'aux États-Unis. Ouais. Et donc on a travaillé sur ça, on a travaillé sur Moon, et voilà. Et en 2017, il me semble, ou 2016, il y a eu quand même l'avènement des plateformes. Et ça, c'est un événement qui fait qu'il y a eu une demande qui s'est créée en contenu et en animation 2D. Et jusqu'à ce moment-là, nos projets, que ce soit Moon, Kairos, ont un peu circulé dans les festivals comme le Festival d'Annecy, etc. Et que ce soit pour Love Death, un peu plus particulier, mais pour Genndy, il a vu notre travail comme ça. Il a vu il connaissait Kairos et il avait vu notre séquence d'animation sur Moon, le gardien de la lune de Alexandre Boyan et Benoît Philippon. Et il a dit j'ai un projet et j'ai envie que ce soit eux, j'aimerais bien les avoir. Et un jour, on a reçu un mail de lui directement, en fait, qui nous demandait j'aime ce que vous faites.
Lui, il voit Studio La Cachette, donc il s'imagine qu'on est 50-100, alors qu'en fait, on est 3 mecs, quoi. 3 mecs dans un studio à Paris. On n'était pas nombreux. On venait de faire le Death and Robots, donc on était monté à une quinzaine de personnes, je crois, pour faire le Death and Robots. À l'époque, c'était la plus grosse prod qu'on ait faite. Et donc, effectivement, on a reçu ce message de Gandhi. On a un petit souci d'ordinateur, on aurait même montré des images, mais ça va arriver. Ouais, donc c'était fou. Et puis on voit que dans le chat, il y a les gens aiment bien Primal, ils disent super série, malheureusement méconnue. Alors méconnue peut-être en France, c'est vrai que nous en France, elle est dans Adult Swim, elle est dans le Pass Warner, donc faut vraiment naviguer pour la trouver. Ça. Elle est un peu inaccessible en France. Aux États-Unis un peu plus. Oui, elle est sur HBO Max. Ouais. En fait, c'est un peu plus à l'étranger. En France, c'est un peu plus compliqué de la voir, mais c'est une super série. Et justement, quand on a reçu ce mail et cette première animatique, avant de la voir, on se disait mais pourquoi il vient nous voir, parce que voilà, Super Nana, c'est pas trop le style qu'on fait. Enfin, bien sûr. C'est très cartoon. Nous, on fait pas vraiment de cartoon comme ça. Donc c'est vrai que c'était la première réaction a été c'est sympa, c'est gentil de penser à nous, mais je pense pas qu'on soit les plus à même de faire. Donc on s'est apprêté presque à refuser le projet. Jusqu'à ce qu'on regarde du coup la première animatique du coup qu'ils nous ont envoyé, parce qu'ils nous ont envoyé la première animatique pour nous montrer le projet. Et qui a été un énorme coup de cœur quand on a vu le truc. On s'est dit que c'était un projet assez fou et unique, et puis qui sortait effectivement pas mal de ce qu'il faisait d'habitude. C'était beaucoup plus personnel, beaucoup plus auteur, avec ce parti pris de faire une série sans dialogue, avec beaucoup de violence, mais aussi beaucoup d'émotions. C'est vrai qu'il y a très peu de dialogue dans Primal. Il y a zéro quasiment, dialogue. des registres, des onomatopées, mais pas de... La première saison, il n'y a aucun dialogue, c'est vraiment que des cris et des aboiements et des trucs comme ça. Rugissements d'animaux, beaucoup. Ouais. Mais malgré ça, du coup, il y a toute une narration visuelle qui est hyper forte et hyper développée et tout. Et nous, en plus, à cette époque, on se disait qu'on n'avait pas envie de devenir un studio qui faisait de la pub ou des petits projets comme ça. On voulait vraiment, nous, fonctionner un peu justement au projet coup de cœur et au projet narratif. C'est-à-dire, on voulait faire de la narration, surtout. Ouais. Et donc, quand on a vu la narration de ce projet-là, on a fait, ça, il faut qu'on le fasse, parce que c'est trop important comme série artistiquement, quoi. Et puis en plus ça fonctionne parce que ce qui est assez drôle, c'est que je vais raconter de mon expérience, c'est que quand je suis allé vous voir en mai pour parler de Star Wars, votre collègue me fait attendre dans la salle de pause. Donc c'est une salle de pause avec des cafés, des gâteaux, des chaises, des petites plantes, des trucs banals. Et entre tout ça, vous avez 2 Emmy Awards qui sont posés comme ça de manière... Donc les Emmy Awards, pour rappel, c'est quand même les Oscars de la télévision américaine. Et vous avez comme ça 2 Emmy Awards. Vous avez quand même gagné des Emmy Awards pour cette série-là, sur l'un de vos vos premiers projets. C'est ouf. Qu'est-ce qui se passe quand on gagne un Emmy Awards ? Qu'est-ce qui se passe ? On devient fou ? Non. Est-ce qu'on le reçoit par la poste ? Est-ce qu'on va le chercher ? Comment ça se passe ? Ils nous l'ont envoyé. Ils nous l'ont envoyé parce que c'est le Covid, quoi. Parce que c'était pendant la période du Covid, donc il n'y a pas eu de... Ouais. Ah oui, c'est vrai. Ce qui est un peu triste, c'est qu'on n'a pas pu aller là-bas, du coup, parce qu'en plein Covid, on n'a pas pu aller à la cérémonie et tout. Ouais. Non, mais c'est une certaine forme de fierté. J'ai une photo de l'Emmy Awards. Très heureux de... T'as une photo de... On va peut-être récupérer le... Déjà, attends, ça marche. Ok, ça a l'air de marcher. Ah, c'est bon. Je vous envie les gars, je suis un jeune motion designer, c'est fascinant votre talent. Bah voilà. On a plein de questions, hein. Si tu veux prendre le temps que je rouvre les liens et tout, de montrer les questions, il y a plein de gens qui ont dit des trucs intéressants. Comment ils considèrent le dernier Spider-Man au niveau animation ? Alors on va effectivement en parler, mais c'est vrai que le dernier Spider-man... Spider-Verse. Et bien sûr, Vous qui aimez la 2D, vous avez forcément... C'est intéressant, tu vois, parce que quand nous on est sortis de l'école, la 3D se ressemblait à peu près... partout, une 3D assez lisse, style Pixar, si je dis les choses grossièrement. Et puis il y avait un peu cette course à qui fera le truc le plus réaliste en termes de le photoréalisme à outrance, quoi. Et maintenant qu'au bout d'un moment, ils sont arrivés un peu à la limite de maintenant on commence à avoir des trucs photoréalistes, on peut pas trop pousser plus loin le truc. Donc là, ils commencent à revenir, à prendre une direction différente et à revenir vers des trucs plus graphiques, qui justement sont plus inspirés de la 2D et tout. Et justement, le Spider-Verse, le premier, a été le premier qui a mis un petit coup de pied dans la fourmilière, grâce notamment à un DA, Alberto Mielgo, qui est beaucoup plus teinté 2D, tu vois, et il a apporté ce truc-là dans cette production 3D, qui fait qu'après, ça a ouvert la voie, quoi. Ça a ouvert la voie, le chapeauté. Mais voilà, mais on commence à voir des animations, donc je vais pas dire saccadées, mais voilà, qui se rapprochent un peu plus de ce qu'on fait en animation traditionnelle. Et ouais, pour nous, c'est super, hein, ça prouve que
l'audience et le public voilà, n'est pas dans cette quête du réalisme à tout prix. Ouais, ils veulent des propositions C'est intéressantes. Il y a eu le film Tortue Ninja aussi de cet Pareil, été. tu vois, c'est exactement la même chose, ça a ouvert à la voie. Et c'est aussi un peu le truc d'Hollywood, c'est que quand tu as une production qui change les choses et qui a du succès, tout le monde se met à, je vais pas dire copier, mais voilà, à rentrer dans la brèche et de faire le truc, quoi. Il y a un marché, quoi, tout de suite. Tout de suite. Ouais. C'est ça, ils voient qu'il y a un truc qui marche, donc ils veulent faire un peu pareil. Mais après, au-delà de ça, les films de Spider-Man, Oui, en ils sont tout cas, super. étaient des super bons films. Ah oui, c'est sûr. Parce que la narration aussi était super. Bien sûr. Ouais. C'était très bien raconté. Enfin, il y avait vraiment. C'était pas gratuit, quoi. Ce ça. style, c'était pas juste pour de l'esbrouf. Ça portait vraiment une histoire et un propos, quoi. Donc c'était cool. D'ailleurs, j'avais pris une photo à l'époque Ouais. pour revenir à cette question des Emmy Awards. Voilà, ça ressemble à ça, Ah les oui. Emmy Awards. C'est lourd ou pas, C'est massif, hein, c'est quand même gros. Hein, comme, Il est lourd ou pas? Ouais, c'est lourd. Ouais, hein. c'est assez lourd. Ouais. C'est assez Ça doit être lourd. moins lourd qu'un César. Je crois que les Césars, c'est très très lourd. Il y en a un deuxième à gauche, on ne voit pas bien, mais c'est un peu l'idée. Tout je ça, voulais montrer, donc, du coup, tout à l'heure, c'est grâce à Primal. Hein, Ouais, Primal, on peut regarder Primal et puis on va enchaîner doucement parce que mine de rien, après Primal, vous avez donc Love, Death and Robots, vous travaillez sur Star Wars Vision. Je vous invite les gens du chat à aller voir effectivement les papiers qu'on avait fait à l'époque sur le site. On avait fait une visite du coup du studio. Et d'ailleurs, il y a quelqu'un qui demandait tout à l'heure s'il y avait des articles qui avaient été faits. Il y avait plusieurs Tout à articles. fait, Il y on a fait plusieurs articles. On avait d'ailleurs eu le droit à des concept art exclusifs de votre travail pour Star Wars Vision. Donc ça, c'était plutôt cool. Ça, c'est Primal, donc la série de Genndy Tartakovsky. Donc ça, c'est chouette. Et du coup, surtout, vous êtes là pour présenter un événement quand même dans votre tout jeune studio parisien qui est Le Collège Noir, qui est votre nouvelle série qui arrive donc le 31 octobre sur la plateforme ADN, qui est donc la première production interne, personnelle, vraiment C'est ça. du studio La Cachette. Présentez-nous Le Collège Noir et peut-être qu'on peut regarder des images de la série. Avec le son ou Je pense qu'on mettra plusieurs fois la bande-annonce, mais Ulysse, du coup, je sais que c'est ton projet parce que c'est l'adaptation donc de ta BD, ta bande dessinée que tu as créée en 2016, à partir de 2016. C'est ça. Et tu fais cette adaptation de ta propre bande dessinée dans cette série animée de 6 épisodes de 15 minutes. Tu peux nous en parler ? Ouais, donc comme tu disais, c'était une bande dessinée que j'ai commencé en 2016, qui était donc éditée, prépubliée dans un magazine qui s'appelait Géoado. Donc il fallait que je fasse 5 planches par mois d'une petite aventure. Et là c'était une commande de Bayard qui m'avait demandé si je voulais bien faire ça, avec pour seule consigne il voulait une histoire horrifique pour jeunes. Donc, et moi à cette époque-là, je commençais à avoir envie de raconter un peu des souvenirs de mon collège dans le Cantal, parce que j'étais dans un tout petit collège de campagne, un peu perdu dans les montagnes d'Auvergne. Et depuis longtemps, moi j'aime bien griffonner mes potes et moi pour en faire des personnages de BD et puis raconter des histoires avec. Donc là, je me suis dit, je vais mélanger tout ça et je vais faire donc ces espèces de souvenirs de mon enfance dans le collège, dans ce petit collège de campagne, mais avec un angle horrifique, en transformant ça en histoire horrifique, quoi. Et donc il y a eu 3 tomes de cette série qui était un peu improvisée à la base, parce que donc avec cette idée de faire 5 planches par mois, je savais pas trop où j'allais en fait. Je faisais mes 5 planches, le mois suivant il fallait que je trouve un nouveau monstre ou une nouvelle aventure, donc je créais une nouvelle créature inspirée toujours un peu du folklore local, parce que l'idée c'était un peu de rendre hommage aussi à la région et au folklore régional et français aussi dans son ensemble. Voilà, et après avoir fini cette BD, effectivement, nous, ça fait longtemps que le studio à la base on l'avait créé dans l'idée de faire des projets originaux, c'est-à-dire vraiment de faire des projets qui venaient des créas internes, quoi. C'est ça, des au-delà créas de internes, faire des appels d'offres ou des. C'est ça, le projet de Genndy, c'est un projet de commande, du coup c'est eux qui sont venus nous voir avec un budget en disant voilà, on veut que vous fabriquiez la série. Là, l'idée c'était que nous on voulait aussi pouvoir créer nos propres histoires et à partir de rien, quoi. Et alors moi, le fait d'avoir une bande dessinée à la base de ça peut peut-être permettre, c'est ça qui a permis peut-être de financer le projet un peu plus vite, c'est que ça aide d'avoir une base quand même, quelque chose qui a déjà été créé. Voilà, on peut arriver avec ça devant une plateforme ou un financeur et leur dire regardez, il y a déjà un truc qui existe, donc on peut ça me met en confiance un petit peu, quoi. Parce que l'histoire, c'est pour la préciser, c'est donc l'histoire de 5 jeunes collégiens qui sont donc dans le Cantal, en Auvergne, une colo, et qui partent à la recherche de leur 6e camarade qui a disparu.
Et dans leur quête de leurs camarades disparus, ils vont se confronter à tout un folklore, des mythes et des légendes du Cantal d'Auvergne. Je sais pas si dans le chat il y a des gens qui viennent d'Auvergne ou du Cantal. Non mais, Et qui, non, mais ce que j'allais dire, c'est qu'on a beaucoup de séries, on a des histoires et des séries sur le folklore américain, anglo-saxon de manière générale. On en a plein. Même asiatique un peu, il y a des choses qui se sont faites je sais en Thaïlande, au Japon et tout, il y a des choses sur les mythes qui existent. En France, on fait très peu ça. Très peu. Alors qu'il y a plein d'histoires assez chouettes. C'est étonnant d'ailleurs qu'il n'y ait pas déjà eu une même série The Witcher, bretonne. il fait du slave. C'est ça, étonnant qu'on n'ait exactement. pas déjà eu une série bretonne avec les mythes bretons. Parce que Il y a de quoi faire, hein, franchement, il y a de quoi faire. Et du coup, c'est un folklore qui est un peu en train de se perdre parce qu'on le recycle pas. Et tu parlais des Japonais, eux, ils font ça très bien en fait, parce qu'ils ont toute cette tradition de remettre dans leurs œuvres modernes les yokai, tous leurs dieux, tout leur panthéon shintoïste et tout. Enfin, le nombre de jeux vidéo où on voit des dieux du shintoïsme se bagarrer, ou tu vois, puis des... Et même dans les Ghibli, il y a des figures Ghibli, qui ça, viennent de mythologie, etc. Ouais, et donc toutes leurs traditions comme ça, ils les recyclent, ils les réutilisent, ils les remettent à jour un peu, et donc ça se perd pas, et c'est toujours, c'est ça qui explique un peu cette richesse, je trouve, qu'on a dans l'animation japonaise, tout. Et du coup, effectivement, à un moment, je me suis dit, en fait, c'est dommage, on a aussi ce genre de folklore, nous, un peu traditionnel en France, et on l'exploite pas du tout. Donc le Collège Noir était aussi effectivement une manière de mettre un peu ça en avant, en fait, et de faire un peu ce que font les Japonais avec les yokai, et de réintégrer ce que nous, on a comme folklore rural, quoi. Hâte de voir la série avec mon père qui vient du Cantal. Tu vois, il va Ça va un peu avec il va aimer, j'espère. Il va sûrement reconnaître des lieux existants, quoi. Voilà, l'idée c'est qu'on puisse reconnaître des lieux du Cantal, parce que donc il y a vraiment tout un travail de recherche qui a été fait, où on est allé sur place. Moi j'ai pris énormément de photos, avec en tête l'idée que je voulais qu'on reconnaisse les lieux du Cantal dans lesquels se passe la série. Donc c'était intéressant et important pour moi de mettre cet ancrage un peu dans le réel. Déjà parce qu'il y a cette espèce de mise en abîme de je raconte mes souvenirs, donc il y a une partie vraie, il y a une partie inventée. Enfin, on joue un peu comme ça avec le contraste entre la réalité et la fiction. Et donc l'ancrer vraiment dans des décors réels, c'est-à-dire là, dans le premier épisode, on voit très vite apparaître un château. Le château existe, c'est un vrai lieu, et on l'a essayé de le représenter de manière la plus réaliste possible, quitte à des fois décalquer même les photos que j'avais prises pour être sûr qu'on ait la bonne architecture et tout. Donc c'est très proche du réel, et c'est d'ailleurs comme ça que tu commences la série en disant peut-être que le Cantal, l'Auvergne, va voir effectivement si d'autres personnes d'autres régions en France seront d'accord, et elle est un peu à la frontière où justement un peu l'endroit où la frontière est le plus fin entre la réalité et le monde de ces légendes, de ces mythes, et du coup de temps en temps il y en a qui passent la barrière et qui vont de l'autre côté. C'est un peu le point de départ de la série. Exactement, parce que l'Auvergne, c'est un endroit qui est finalement assez cinématographique. D'ailleurs, il y a de plus en plus de tournages maintenant qui se font là-bas. Parce qu'en fait, c'est une région qui est assez sauvage encore, qui est très préservée, donc il y a beaucoup d'espaces naturels hyper beaux. C'est un ancien volcan, donc il y a une pierre assez particulière là-bas qui est très, très sombre, qui a donné du coup des architectures et des ruines un peu, avec pareil, une identité visuelle assez forte, quoi. Donc il y a vraiment cette identité régionale qui se trouve à peu près nulle part ailleurs en France, quoi, qui fait que c'est vraiment unique ce qu'il y a là-bas, et que c'est très cinématographique, je trouve, comme endroit. Donc ça se prêtait vachement à... On aura peut-être un Collège Noir Tour, des lieux qui existent dans la série. À Poitiers, par exemple. C'est quelque chose qui serait envisageable, du coup. J'espère qu'il n'y aura pas trop de touristes non plus, pour pas que ça brise la magie du lieu, mais... J'ai passé mon enfance à Super Lioran, je sais pas si ça compte. Oui, c'est bon, ça compte. C'est bien le Lioran. C'est bon. C'était pas très loin de là où j'avais mon collège, du coup. Donc là, c'est bien. Et du coup, cette série est coproduite et avec ADN, donc la plateforme, et aussi avec la Toei Animation. C'est complètement ouf, parce que la Toei, pour les gens du chat, c'est quand même le studio japonais qui est derrière Goldorak, qui est derrière Dragon Ball, qui est derrière One Piece, qui est... Ok. Comment ça s'est passé de cette collab? Comment ça s'est passé ce partenariat avec la Toei? Il y a un peu de destin là-dedans, parce que comme on le disait au début, j'ai fait un stage au Japon. Et là, tu sais, quand tu fais un stage à l'étranger, tu rencontres pas mal de personnes, etc. Et à l'époque, j'avais rencontré une fille qui bossait là-bas et qui est restée là-bas. Elle est rentrée en France et elle a commencé à travailler avec Toei Europe. Voilà. Et on a repris contact, et puis moi je lui parlais un peu de ce qu'on faisait, et elle aussi ce qu'elle faisait de son côté, Olfa, pour la navette. Et elle me disait que Toei est intéressée, est en train de chercher des projets, et peut-être un peu collaborer avec la France.
Donc moi, entendant ça, j'ai sauté sur l'occasion et puis on a rencontré les boss de Toei et puis voilà, on a pitché quoi. Tu sais, il fallait tout donner. Je propose le projet. Puis ouais. Et puis tu sais, un peu comme ce que racontait Ulysse sur le fait d'essayer de retranscrire une histoire locale avec des lieux existants, etc. Ça leur parle. Et tu sais, en parlant avec eux et en essayant de les comprendre, ils ne cherchent pas à refaire ce qu'ils savent très bien faire. Tu vois, ils font One Piece, Dragon Ball Z, les yokai, ils savent très bien. Eux, ce qui les intéresse, c'est des histoires un peu plus locales, différentes. Donc quand on arrive avec ce projet ou même ce que la cachette propose, c'était bingo pour eux. Ils disaient, franchement, un projet qui se passe en France, le Cantal, etc., nous, ça nous intéresse. Et retrouver cette identité japonaise, mine de rien, dans ce projet français. Parce que la plupart des gens ont grandi ou même vivent avec les animés japonais et arrivent à s'identifier parfaitement avec, alors qu'ils ont pour la plupart jamais grandi ou vécu au Japon. Tu peux aussi faire le truc inverse avec une audience internationale. C'est ce qu'ils imaginent et ce qu'on pense aussi. Maintenant, on a réussi à faire le truc et on va voir si ça va prendre, mais c'est une super expérience. Bien. Je vois qu'il y a des gens, j'ai vu la masterclass à Annecy sur le Collège Noir, très enrichissant. Là, tu vois, comme quoi il y a des gens qui vous suivent quand même depuis plusieurs mois, en tout cas qui suivent le projet depuis plusieurs mois. Rapidement, pour les gens qui connaîtraient pas comment ça fonctionne une production de série d'animation, combien il y a de personnes sur un projet comme le Collège Noir? Ça a pris combien de temps et combien de personnes de sortir une saison 1 de 6 épisodes? Ça a pris C'est un peu particulier avec le développement. Ouais, en tout, il y a quoi? Si on compte tous les gens qui ont travaillé sur le projet, il y a peut-être une quarantaine de personnes au total qui a travaillé sur le projet, en incluant le son, l'image, la prod, la production, tout ça. Et en incluant toutes les recherches de financement, les nombreux déboires qu'il y a pu avoir pour arriver à ne serait-ce que lancer le projet, on est à peu près sur un peu plus de 4 ans d'existence, quoi, en gros, entre le moment où j'ai commencé à me dire allez, on va lancer ce projet et je vais essayer de l'animation c'est très long. L'animation c'est très d'autant plus long. quand c'est un projet original, parce qu'en fait c'est beaucoup le financement qui finalement a fait que c'était long à faire, parce que c'est un projet qui n'est pas une licence, qui n'est pas un truc existant, c'est pas des super-héros ni rien, donc ça c'est beaucoup plus dur à financer et à trouver des partenaires pour un projet comme ça. Ça s'est fait naturellement d'ailleurs avec ADN. Enfin, vous vous êtes trouvé comment Ça s'est fait. Alors donc pour justement pour vite fait faire un peu l'historique de tout ça. Donc on est parti d'abord avec donc de rien avec Bayard qui nous a soutenu un petit peu, qui nous a aidé à présenter le projet au Cartoon Forum pour commencer à chercher des financeurs, des plateformes. On a eu une grosse plateforme qui a été très vite intéressée. Donc avec laquelle on a développé toute la série. Finalement, on a vraiment commencé avec eux sous un format qui était un peu plus long à la base, et on était prêt à rentrer en production. Et là, ils nous ont dit genre finalement, on va pas le faire. C'est bien frustrant. Vous arrivez quand même quasiment devant la porte. Un petit peu frustrant. Surtout que et là, on vous dit non. Non, franchement, en plus, je pense que c'était à la veille de Noël, enfin, tu vois, genre juste avant la vacances de Noël. Super nouvelle. Surtout que nous, on était préparés à aller en production. Tu vois, on avait averti les gens, on avait dit, ok, là cette année, c'est bon, on lance le collège. Pour toi, pour les prochains mois, exactement, des choses comme ça, des engagements personnels aussi. Exactement, voilà, nous, on est dans un milieu, c'est beaucoup d'intermittents du spectacle qui comptent sur les prods pour voir un peu leur futur moyen terme, quoi. Donc, arriver avec une nouvelle comme ça, c'est un peu compliqué. Donc les vacances passent. Et à la rentrée, je reçois un mail d'une personne d'ADN qui a vu nos projets originaux, du coup, et qui nous demandait si on pouvait se voir. Et voilà. Le timing. Et le timing, c'est un peu le destin, quoi. Et on les a rencontrés, le feeling est super bien passé. Et puis voilà. Parce qu'il y avait vraiment un vrai. Parce que là où, finalement, avec cette grosse plateforme, c'est particulier, parce que c'est très à l'américaine, c'est très. Finalement, il donne un budget qui est intéressant, mais qui, après, la série leur appartient, du coup, parce que tu leur lâches vraiment tous les droits sur la série. Donc c'est pas tout à fait un partenariat, quoi. Ça devient presque un truc de commande sur ta propre série. C'était des Américains, du coup, cette C'était des Américains. Ouais. Et là, avec ADN, on s'est retrouvé avec vraiment face à une plateforme qui était beaucoup plus humaine, entre guillemets, quoi. C'est-à-dire, il y avait vraiment une vraie discussion qui s'est engagée avec eux sur la vision de l'animation, du monde de l'animation qu'on avait, qui était la même un peu, et comment produire justement des séries un peu ambitieuses en France. Et nous, sur notre vie de studio, quand même, la grande différence, c'est qui fait que dans le malheur, il y avait quand même un peu de bonheur, parce que
comme disait Ulysse, quand tu bosses avec une grande plateforme américaine, peu importe laquelle, tu cèdes tout. C'est-à-dire que Collège Noir ne nous appartient plus. Ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent avec, on ne verra rien, on ne verra plus la couleur. Donc ils peuvent faire un multivers Collège Noir. Tu sais que dans certains Poitiers, Collège Noir. Ou alors une série live action, comme ça. Mais tu sais que dans certains contrats, c'est même protégé dans des mondes parallèles. Hein. Tu sais, c'est vraiment. Ils prévoient, tu vois. Donc. Après l'Auvergne, qu'est-ce qui va arriver en Corse ? Je sais pas. Mais bon, bref. Mais du coup, une fois qu'on s'est fait kill, là, le projet nous revient. Ils ont quand même été cool. Ils nous ont laissé le projet. On a pu le récupérer. Ouais. Parce qu'ils auraient pu le garder. Hein, et juste dire non, on le garde, on le développera jamais. Et puis. Mais quand c'est comme ça, tu peux attaquer en justice. Ça existe, hein. Mais tu peux attaquer en justice quand c'est comme ça ? Non. Ou tu peux rien faire ? Non, parce que tu as signé le contrat qui dit que le développement leur appartient. Et après, normalement, donc, parce que ça se fait en 2 étapes souvent. C'est un premier contrat pour le développement de la série et un deuxième contrat pour la production. Là, ils ont été corrects avec le développement de la série. C'est juste qu'ils n'ont pas enchaîné sur le contrat de production. Il y a des créateurs donc le développement leur appartenait et ils nous ont donc effectivement, comme dit Oussama, on a pu récupérer quand même le projet, donc repartir en recherche de financement et tout. Et donc voilà, c'est là qu'on a rencontré ADN. Avec qui on a eu un super feeling et tout, et puis avec lesquels c'est devenu vraiment plus un partenariat pour le coup, une vraie coproduction. C'est ça. Parce que donc on gardait certains droits quand même sur la série. Ça reste notre bébé, on va pouvoir vraiment suivre le projet sur le long terme. Tu partages le risque, tu vois, que ce soit avec ADN ou Toei, voilà. Ils sont aussi en train d'essayer des choses. Voilà. On dit, bon, on est en coproduction et on récoltera les fruits s'il y a des fruits, tous ensemble. Donc c'est vraiment dans le développement, par exemple, de la cachette, c'est une étape importante pour nous parce que voilà, c'est plus une commande, c'est vraiment c'est votre projet personnel, c'est un peu on est producteur, mon voisin Totoro de la cachette. Exactement. Exactement. Donc voilà, c'était aussi un apprentissage à ce niveau-là, quoi. Ouais. Et d'ailleurs, à vous écouter, on a. J'allais dire, sachant qu'ADN c'est 300 000 abonnés pour info, donc c'est quand même pas mal pour une plateforme française, c'est plutôt très très bien. Puis ADN, pour les gens qui connaissent pas, c'est donc une plateforme dédiée à l'animation. Où vous avez principalement l'animation japonaise. Animation japonaise, mais du coup qui se diversifie. Et donc pour les fans d'animé et les autres, voilà. Après, c'est vrai, à vous écouter quand même, Genndy Tartakovsky vous appelle, Lucasfilm vous appelle pour Star Wars Vision, et ADN vous appelle pour. C'est pas mal. Les gens vous appellent en tout cas. C'est et vous nous avez appelé. Et on. c'est cool. C'est mieux dans ce sens-là. C'est gratifiant, hein, c'est sûr que. Et tout à l'heure, vous avez parlé de Tartakovsky quand j'étais là-bas, j'ai pas tout suivi, mais vous avez parlé de Lucasfilm ou pas du coup aussi, parce que c'est intéressant de savoir comment ça s'est passé. C'est peut-être une de tes questions. Non, mais c'est vrai qu'on a un peu passé effectivement sur Star Wars Vision. On pourra y revenir peut-être là pour montrer des images de ce que la cachette a fait sur Star Wars Vision. Il y a effectivement ces images de Spy Dancer, qui est donc l'épisode que vous avez fait sur donc Star Wars Vision. C'est donc cette anthologie d'animés dans l'univers de Star Wars, où vous aviez eu également carte blanche pour a priori à peu près carte blanche. C'est ça. Ma question c'est comment ça se passe de travailler avec Lucasfilm, Disney, etc. C'est super. C'est une des meilleures collaborations qu'on ait fait avec avec une boîte comme ça, une grosse entité comme Disney, Lucas. Ouais, c'était vraiment super. Et c'était effectivement une carte blanche, donc il y avait cette idée qu'ils avaient déjà fait une saison 1 de Vision, du coup, mais qui était exclusivement avec des studios japonais. Et là, ils voulaient faire une deuxième saison qui s'ouvrait à l'international, avec chaque épisode serait fait par un pays différent. Donc nous, ils nous ont contactés en nous demandant si on voulait être le studio français qui allait s'occuper de ça. Et bien sûr, je veux dire, ça c'est le truc que tu refuses pas. On ne refuse pas Star Wars, quoi. Vous les avez pas du tout contactés, c'est eux qui sont venus, vous n'avez pas fait de démarche. C'est fou. Et puis la différence, encore une fois, mais tu sais, l'animation est un petit milieu. Donc si tu veux, c'est petit. Quand ils ont commencé la saison 2, ils devaient chercher des studios donc internationaux et puis de différents pays. Et du coup, ils demandent à tous leurs contacts. Est-ce que tu connais pas un studio intéressant en France, en Espagne, en Irlande, etc. Et puis voilà, le bouche à oreille fait qu'on a encore une fois une connaissance du Japon qui a bossé sur Star Wars Vision 1 qui parle de nous à l'exec de Lucasfilm. Je connais ces mecs-là, ils sont super, et puis ils regardent notre boulot, et puis voilà, et puis ils nous contactent, c'est comme d'habitude. Allô, c'est Star Wars. C'est pareil, tu crois pas. Mais la grosse différence quand même, c'est que là, ça avait mis à peu près 10 ans pour qu'enfin on nous propose une carte blanche en fait, où on réalise. Tu vois vraiment, tu sais, quand tu reçois un mail ou un appel et on t'explique, voilà, on a un nouveau projet et tout, donc tu étais là, tu te dis bon ok, qui est le réalisateur, c'est qui va faire ça, enfin pour donc qui là c'est Julien du coup qui était Julien Cheng, donc votre cofondateur qui avait réalisé
et aussi mis beaucoup de lui dans le scénario. Mais au moment de la prise de contact, si tu veux, on ne sait pas ça. Et puis quand ils nous disent non, mais en fait, on veut que ce soit vous, on veut que c'est une histoire qui vienne de vous et pas de on n'a pas de scénariste, on n'a pas de réalisateur qui va vous imposer des choses. Vous avez carte blanche. Juste la contrainte, c'est qu'il y ait une teinte française. Voilà. C'est tout. Donc des bérets, des baguettes, des choses comme ça. Mettez un truc. On veut du français. Des trucs, ce qu'il faut se demander, c'est comment est-ce qu'on met une teinte française sans tomber dans le cliché de la baguette, le béret et l'accordéon, quoi. Donc, ça faisait partie du challenge. Là, je visualise Dark Vador avec un accordéon de cousin. Ouais, et puis, mais c'est ça qui est hyper intéressant avec un univers comme Star Wars, c'est que cet univers va de base déjà tellement piocher dans tellement de choses internationales et de cultures différentes. En fait, tu trouves des ponts avec la culture française, avec la culture japonaise, avec la culture africaine dans tous les coins dans Star Wars, quoi. Dès que tu cherches un peu, tu peux trouver des liens assez évidents. Nous, le plus évident, c'était effectivement justement l'occupation allemande avec l'Empire et les résistants. Enfin voilà, il y avait un parallèle qui était évident, quoi. Donc on est parti un peu assez sur une direction comme ça. Et c'est vrai que ça doit être trop bien d'avoir, parce que là du coup, contrairement à vos projets plus perso, on va dire, là il n'y a pas l'épée de Damoclès de est-ce que ça va marcher, est-ce que c'est là t'es sûr que c'est un truc Star Wars, t'as pas c'est pas ton IP, donc voilà, mais t'as la force de frappe de Disney derrière, bien sûr. Ça, mais t'as la pression quand même, parce que déjà c'est une anthologie, donc tu sais qu'il y a d'autres studios qui sont aussi dessus. Tu ne sais pas qui sont ces studios, donc il y a une petite pression parce que tu sais, une sorte de ils dévoilent pas, ils n'ont pas dévoilé, on savait pas qui est quel studio. Voilà, qui est dessus. Et... il a dit que pendant vos discussions avec vos collègues de par le monde, quand tu discutais, tu comprenais qu'ils bossaient aussi sur Star Wars Vision, mais vous pouviez pas le dire. Des fois tu te regardes dans les yeux comme ça. Tu travailles sur tu comprends qu'en fait c'est sur le même truc. Non, mais Disney ils sont assez vénères sur tout ce qui est confidentialité et tout. Donc tu commences à être pas parano, mais on fait très gaffe. Parce que voilà, tu bosses sur un truc hyper sensible et tout, et quand bien même tu parles avec tes collègues ou d'autres studios, voilà, tu dis pas, tu sais, je bosse sur ça, tu peux pas. Donc c'est du sous-texte. Tu dis ok, je crois qu'ils bossent sur ça, ça se trouve c'est le même truc que nous, donc. Mais voilà, non, mais sinon ça s'est super bien passé, très bonne expérience, et voilà, et effectivement ça nous donne encore une fois un tout petit peu plus d'aura internationale et sur notre studio. Voilà, on essaye à chaque fois un peu plus de communiquer un peu sur notre studio parce que voilà, les créateurs ne sont pas trop cités, ne sont pas trop, surtout dans ces grosses productions américaines, c'est une grosse IP, tu vois, Star Wars, mais c'est écrasant, quoi. C'est très écrasant, donc ça te donne une certaine lumière, mais en même temps, voilà. Il faut que tu fasses ta petite place. Donc c'est pour ça aussi avec nos projets originaux, on essaye un peu de montrer au public voilà, qu'on peut aussi faire des histoires et avoir notre propre identité. Mais du coup c'est une montée on va dire en responsabilité, hein, parce que du coup on a vu que sur Primal ou même vous étiez accompagnant on va dire du projet de Gandhi. Là sur Star Wars on vous permet de vous faire votre propre histoire avec vraiment un peu les coups des franches, et là le Collège Noir vous êtes vraiment sur la création complète d'une saison 1. J'aime bien dire qu'on a continué nos études avec le studio La Cachette. C'est qu'on a été diplômé en conception réalisation de films d'animation, et en fait faire le studio ça nous a permis d'apprendre 10 ans pour arriver à ce point là du Collège Noir, d'avoir de la crédibilité auprès des gens, des partenaires, parce qu'effectivement quand tu parles avec un Toei et quand Toei doit parler avec la maison mère au Japon, parce que ils connaissent pas exactement la France, etc. Enfin, ils connaissent, mais en tout cas l'animation un peu moins. Et puis quand tu arrives, en tout cas le responsable dit bah voilà, en fait j'ai trouvé des Français. Regarde, ils ont bossé sur Love, Death and Robots, ils ont bossé sur Star Wars, ils ont travaillé sur Gandhi, avec Gandhi sur Prima, ils ont gagné 2 Emmy. T'as de la crédibilité. Et c'est des grands noms, ça. Voilà, c'est normal. C'est ça. Et tout de suite on te regarde un peu différemment. Ça c'est un autre projet du coup. Alors ça c'était Kairos, ça c'est le fameux petit ce qui vous a projet vendu qui a été notre première carte de visite en fait. C'était aussi du coup tiré d'une bande dessinée que je faisais à l'époque, et on cherchait un premier projet à faire en tant que studio, alors qu'on était vraiment que tous les trois, et on n'était même pas un studio à l'époque, on était 3 freelances dans une mezzanine, on était vraiment tout petits, et on s'est dit moi j'ai proposé qu'on fasse un petit trailer pour tirer de ma bande dessinée en fait, comme ça on avait déjà un univers qui était là posé, on avait juste à animer un petit Kelson pose la question, Gonagai vous a pas appelé pour le nouveau Goldorak? Du coup ça pose la question de dire est-ce qu'il y a une franchise de Toei que vous adoriez? Alors là du coup vous êtes parti sur des choses originales vraiment du studio La Cachette, mais si on vous dit ok vous pouvez reprendre Goldorak. Goldorak, je pense qu'on y réfléchirait clairement. Si on arrivait avec Dragon Ball, c'est un peu trop. Dragon Ball en même temps.
T'as envie faut de mettre tes dents dans le poids d'une telle faut accepter le poids d'une telle responsabilité. Faut avoir les épaules pour gérer Ah non, j'imagine que Dragon de toute façon, Dragon Ball, c'est... Non, mais déjà collaborer avec eux, en plus sur une production originale, c'est super. Voilà, je sais que si ça se passe bien, et j'espère que ça se passera bien, voilà, on continuera à travailler avec eux. Et puis en réalité, avec tout ce qui s'est passé jusqu'à présent, enfin, je sais pas ce qui peut se passer après. Tu vois, donc peut-être on reviendra un film peut-être. J'en sais rien. Tu vois, mais saison 2 peut-être. Mais on sait pas. Mais voilà, donc bosser avec Toei, c'est vrai que quand on a commencé le studio, par exemple, ou Lucasfilm, peu importe, on n'aurait pas imaginé une seconde. Donc franchement, maintenant, par rapport à l'avenir, je sais pas ce qui va se passer, mais j'espère que ce sera du bon, quoi. Il y a une candidature dans il y a une candidature. Oussama souligne bien à quel point les stages en anime sont enrichissants. Vous avez pris un stagiaire des Gobelins pour travailler sur le Collège Noir, il me semble. Vous prendriez d'autres Gobelins en stage à l'avenir ? Alors d'autres Gobelinois, pardon, pas des Gobelins. Non, on en prend des stagiaires, bien sûr. Que ce soit de Gobelins ou d'ailleurs, on n'est pas fermé exclusivement à prendre que des stagiaires Gobelins. On prend des stagiaires de toutes les écoles et de toutes les... même des autodidactes. Le problème, c'est qu'on a finalement très peu de place par rapport aux centaines de demandes qu'on a, donc c'est compliqué de répondre favorablement. Vous recevez déjà beaucoup de CV. Ouais, et on n'est pas un gros studio et on n'a pas non plus énormément de projets en réalité. C'est-à-dire que là, entre deux projets, des fois, on n'a pas grand-chose. En fait, on a juste un petit truc qui nous prend 2 personnes. Enfin, le studio est vide, quoi, à certains moments. Donc, puis on n'est pas ce genre de studio à prendre des stagiaires pour prendre des stagiaires. Encore une fois, comme dit votre viewer, un stage pour nous, on est passé par là, doit être intéressant et utile, soit pour nous ou pour le stagiaire. Il faut qu'il apprenne des choses. On ne fait pas des projets 100% stagiaires, ça ne nous intéresse pas. Un projet comme Collège Noir, c'est une 40aine de personnes. On prendra un stagiaire ou 2 max, et voilà, et c'est sur un an, 2 places on reçoit beaucoup de demandes. On ne peut pas. On essaie de tout regarder. Ce serait vous mentir de dire qu'on regarde tout. Mais voilà, il y a aussi encore une fois un peu de chance, un peu comme nous. C'est de la chance. Si au moment où quelqu'un postule et à ce moment-là, nous, on a besoin d'un stagiaire, peut-être que ça passera, quoi. Mais voilà. Pour terminer peut-être sur le Collège Noir, est-ce que vous aviez un... Là, on parle de ce projet à long terme, de l'adaptation qui a pris du temps, de ce projet qui met longtemps à arriver. Est-ce qu'il y a cette série a révélé un défi, un challenge particulier, peut-être la chose la plus dure qui a été accomplie sur cette série, le challenge le plus compliqué pour la cachette et pour vous-même peut-être ? Pour la cachette, c'était que, on va se répéter, mais le fait de se faire kill, le projet et de se relever, c'est un gros défi. Je crois que le vrai apprentissage sur cette série, ça a été tout l'aspect financement et d'être finalement des producteurs vraiment du projet. Jusqu'à maintenant, on n'avait pas été tellement producteurs en fait. Enfin, on a été producteurs exécutifs, quoi. On fabriquait pour d'autres. Mais là, il a fallu vraiment mettre une casquette de producteurs, aller chercher des financements, aller chercher l'argent. Et ça, c'était le vrai challenge de cette prod là, quoi. Et de livrer aussi assez rapidement, parce que voilà, entre le moment où il fallait se relever et la livraison là dans une semaine, enfin la diffusion dans une semaine, il s'est passé 1 an et demi, quoi. On avait 1 an et demi pour livrer le truc. Donc ce qui est assez peu finalement. Enfin, ce qui est rapide en fait. Donc, c'est vrai qu'il y avait quand même une prod assez condensée. Mais tout s'est très bien passé, donc on est très content de la... Et je pense que les gens dans le chat vont peut-être être curieux du coup de découvrir la série sur ADN, donc à partir du mardi 31 octobre. Moi j'avais des questions, surtout parce que du coup vous êtes un studio d'animation parisien. Il y a beaucoup de studios d'animation à Paris. Est-ce que, entre Fortiche, qui est dans le 13e, Micros, et puis les centaines d'autres, est-ce que vous communiquez entre vous ? Est-ce que vous êtes en bon terme ? Comment se passe cette cohabitation entre, mine de rien, tous ces talents sur ce même créneau qui est l'animation ? Non, c'est une guerre sans relâche, on ne peut pas se piffrer. Non, déjà on est sur différents... c'est pas de domaine, c'est-à-dire voilà, nous on est très 2D, Fortiche est très 3D. Fortiche a fait la série Arcane, pour ceux qui nous regardent. C'est effectivement la série Arcane qui était donc sur Netflix. Après, je pense que ce qui nous lie, c'est plutôt... Micros, c'est Tortue Ninja. Je pense que ce qui nous lie, c'est plutôt les gens qui bossent, donc tous les intermittents du spectacle qui bossent entre les studios, donc qui vivent en fonction des productions. Donc voilà, à un moment tu avais chez nous, et puis peut-être tu iras chez Fortiche pour du board, ou chez Bobby Pills. Enfin, c'est vrai qu'il y a plein de studios comme ça. Et c'est super. Après, peut-être que le festival d'Annecy permet, c'est un festival d'animation qui nous permet
de lever un peu la tête du guidon, prendre un peu de recul et puis échanger un peu avec les gens du milieu. Mais non, pour être honnête, on est tellement occupés, chacun d'entre nous, j'imagine, sur des productions que... Il y en a assez pour tout le monde, quoi. Il y en a assez pour tout le monde, mais surtout, voilà, on est occupés, quoi. Donc, ouais. Mais comme dit, c'est un petit milieu, donc on est toujours amené à croiser des gens qui ont bossé à tel endroit ou qui bossent à tel endroit et tout. Et puis ça se passe bien. J'ai vu des questions intéressantes dans le chat. Il y en a une qui est tout en haut, mais qui évoquait l'utilisation de l'IA dans votre travail. Est-ce que l'intelligence artificielle, vous, c'est quelque chose qui fait partie de votre travail? Est-ce que c'est quelque chose que vous regardez avec un œil curieux, craintif? Tout le monde en parle en ce moment. Nous aussi, c'est vrai qu'on se retrouve beaucoup à en parler au bureau. Pour l'instant, nous, on a toujours été très attachés au côté artisanal de ce qu'on fait. Et on a toujours un peu vendu notre touche artisanale. Donc, je pense pas que c'est un truc auquel on va se mettre là comme ça. Vous l'utilisez déjà dans votre travail, même pour des documents de travail ou des trucs comme ça? Pas dans le travail, on bidouille, un peu comme tout le monde, je pense qu'on regarde un peu, dès que tu as c'est marrant. Voilà, l'update de Photoshop et tu vois tout le monde qui bidouille, tu vois une photo. On essaie de pousser quand même, je pense, la machine, le truc, quoi. Mais après, de le mettre en production, pour l'instant, je pense, pour l'instant, c'est voilà. Et puis les quelques exemples qu'on a eus, il y a eu aussi beaucoup de critiques parce que ça met en danger certains métiers. Ça, c'est sûr et certain. C'est ça. Après, je pense qu'il faut malgré tout partir du principe que c'est un truc qui est amené à rester et qu'il va falloir faire avec dans tous les cas et voir comment l'intégrer de manière maligne sans justement avoir à enlever du boulot à qui que ce soit. Mais ça va changer un peu probablement certaines choses, c'est sûr. Avec, comme à chaque avancée technologique, j'ai l'impression dans le cinéma, c'est un outil, quoi. Quand l'image de synthèse est arrivée, tous les gens qui faisaient de la puppet, donc on se sont dit putain, c'est chaud pour nous. Après, c'est vrai que concrètement, par exemple, il y a certains métiers ou certains secteurs où c'est difficile de trouver des personnes, et aussi c'est assez fastidieux. Je pense aux intervalles en animation 2D, tu fais tes images clés et les c'est super chiant parce que et il y a beaucoup de gens qui veulent tout de suite faire de la key animation. Alors je suis un peu technique, et les inters, c'est un peu un boulot ingrat, mais quand même essentiel parce que tu apprends à animer. Et à mon avis, je pense que le jour où l'IA pourra faire des inters, par exemple, ça aidera beaucoup de... Et tu peux expliquer un peu ce que c'est que les inters? Les inters, c'est par exemple, tu fais des poses clés en animation. J'ai une pose clé là, et puis j'ai une pose clé où je pose ma main sur l'épaule d'Ulysse. Tu fais ces deux dessins, et les inters, c'est qu'il faut que tu fasses donc les intervalles. Donc à chaque fois c'est un dessin que tu fais, tu vois. Donc pour arriver sur la main d'Ulysse, c'est mon cobaye. Je te fais 2 ou 3 dessins avec un amorti, tu vois. Et ça, nous on doit le faire. Voilà, chaque dessin on le fait. Et l'IA peut-être, j'en sais rien, tu fais une pause là, et peut-être un seul passage. Lui, il va pouvoir t'amortir le mouvement, au volume, l'interpréter. Je sais pas, ça n'existe pas. En 3D, ça existe déjà, du coup, l'animation par ordinateur gomme déjà ces inters qui... Bien sûr. Tu gagnes du temps déjà par rapport à ça. C'est ça. Après, la 3D, je vais pas m'étendre là-dessus parce que je connais pas, je suis pas un expert, mais j'essaie, nous, quand on voit toutes ces news sur l'IA, on essaie de s'imaginer vers quoi ça va impacter notre industrie. Mais on sait pas, on est curieux, on regarde de loin, mais franchement je sais pas. Et en même temps, tu sais, Ulysse parlait des évolutions technologiques. Nous, le studio de la Cachette n'aurait pas existé s'il n'y avait pas eu cette révolution de l'analogique au numérique. La Cachette, on l'a commencé, c'était 3 ordinateurs et 3 tablettes graphiques. On n'avait pas besoin d'une caméra, d'un banc-titre avec les ramettes de papier, c'est un investissement. Donc je sais pas, peut-être il y a un futur studio La Cachette qui est en gestation là à cause de ça. Un mec solo qui fait une série. Peut-être, tu vois, on délirait la dernière fois. Peut-être dans le futur, l'IA, ce soir tu vas rentrer chez toi, j'aimerais bien me faire un film policier dans un univers Star Warsien. Tiens, je vais demander à l'IA de me faire une série. Et puis chacun aura sa série, sa plateforme personnelle. On sait pas, tiens, on rentre dans des délires comme ça, tu vois, où on sait pas. La vérité, on sait pas, on verra. Écoute, Jenny pose la question, est-ce que c'est comme dans les jeux vidéo, il y a du crunch dans l'animation? C'est-à-dire du crunch, c'est donc des moments de surtravail, voilà, pour atteindre une deadline, par exemple. Alors,
Je pense qu'il doit y en avoir, on va pas faire les mecs machin, mais bon, nous on essaie d'éviter au max, on n'en a pas. Et je pense que le jeu vidéo c'est très différent, c'est des jeux triple A qui embauchent beaucoup de monde, ils ont j'imagine une énorme pression. Nous la vérité, on est un petit studio, tu vois, on est un petit studio, mais on évite au max tout ça. C'est un peu comme ce que je vous disais avec les stagiaires. Voilà, nous, on ne cherche pas à embaucher des stagiaires pour embaucher des stagiaires. Encore une fois, on se concentre sur de la qualité. Et qui dit qualité dit voilà, bonnes conditions. Enfin, on essaye au max d'avoir effectivement suffisamment de temps pour faire. Et justement, il n'y avait pas des pressions entre guillemets quand vous avez travaillé avec Disney ou même avec ADN. Ils vous donnent pas des délais qui sont intenables. Non. Par exemple, pour la petite histoire sur Primal, on a d'abord fait le pilote de Primal, tu vois, et Genndy était à fond dedans. Et quand les execs de Warner Bros ont vu le pilote, on dit mais attends, mais ces mecs-là ils sont super, il faut qu'ils fassent plus d'épisodes. Donc à la base on devait faire que 5 épisodes sur 10. Et l'idée c'était de faire 5 épisodes et les 5 autres, un autre studio, pas nous, qui aurait dû faire ces épisodes-là. Sauf que ça leur a tellement plu qu'ils nous ont dit non, en fait nous on veut que ce soit vous. Mais est-ce que vous pouvez livrer plus rapidement ? Nous on a dit non. On peut pas. Si ce que vous avez vu, vous avez aimé, il faudra le temps qu'il faut. Et Genndy a réussi à les convaincre. Donc on a sorti une série, il me semble, une première saison de 5 épisodes, c'est ça, et en octobre, et puis genre 6 mois ou 1 an après, on a sorti les 5 autres, parce que c'était le temps qu'il fallait pour les produire. Et voilà, alors on a été assez chanceux sur ça, mais après, tout ce qu'on essaie de dire, en tout cas aux clients, c'est que pour faire de la qualité, il faut du temps en fait. On peut pas... Bien sûr. Sinon, on sacrifie effectivement de la qualité. C'est ça. Après, s'il y a des crunchs à faire, généralement, c'est nous qui les ont en fait. Ouais, c'est arrivé sur Collège Noir par exemple. Effectivement, on a eu une phase où la phase de layout, donc qui est le moment où tu installes, tu prépares les plans pour les animateurs. Donc tu mets une ou deux poses de personnages bien au modèle pour que ça serve de base à l'animateur dans un plan fichier tout prêt. Voilà. Et là, on était un peu short en temps. Ouais. Au final, c'est aussi l'intérêt et une des forces de notre studio, c'est que nous, on est à la fois donc gestionnaire du studio, producteur et tout, mais aussi artiste du studio. Et donc, on sait exactement, on sait faire en fait nous-mêmes. Et les projets comme le Collège Noir, c'est du coup ou Star Wars, qui était, on gère vraiment nous-mêmes tout le pipeline. Et on absorbe en fait. On absorbe beaucoup artistiquement aussi. Et donc, s'il y a des plans à animer parce que l'équipe n'a pas le temps de les faire, et c'est nous qui allons prendre en charge et on va nous-mêmes passer 2-3 nuits blanches à animer les shots pour aussi justement soulager un peu l'équipe et que ce soit pas eux qui gèrent ce genre de crunch. Et la version finale du coup du Collège Noir, elle est sortie quand ? C'était quand Est-ce que la série est terminée du coup ? Oui, elle est terminée. Les 6 épisodes ? Ça y est, là on a terminé. C'est bon, c'est il y a toujours des petites bidouilles à chaque fois qu'on revoit un épisode, on fait il y a ce petit truc là qui déconne un peu, on va ressortir un shot vite fait. Mais bon, c'est des petits détails et c'est pas très lourd. Là, la série elle est finie dans l'ensemble. Ouais. D'accord, moi je voulais revenir une dernière fois sur l'animation française, qui est effectivement très prisée dans le monde quand même. On la voit, vous et vos collègues, vous êtes beaucoup à collaborer sur des projets internationaux. Pourquoi l'animation française la France est un gros pays d'animation comme ça, à votre avis ? Pour quelles raisons ? Parce qu'on est au carrefour de pas mal de cultures et donc déjà la France, on a une énorme culture donc artistique, voilà, les musées, enfin je dis des banalités, mais voilà, on grandit avec quand même des choses, on a beaucoup de chance à ce niveau-là. Et on a grandi aussi avec le soft power américain ou japonais qui fait qu'on a absorbé beaucoup de choses différentes, tu vois. Mais même la BD. Tu vois, on a une énorme culture BD, que ce soit franco-belge ou même manga ces dernières années. Surtout française maintenant, la diversité qu'il y a en BD est hallucinante. Aujourd'hui, il y a je sais pas combien de milliers d'albums qui sortent par an, avec des trucs radicalement différents, enfin dans des styles radicalement différents. Puis Annecy a dû aider aussi le fait d'avoir le CNC, on a une chance énorme. Encore une fois, pareil. Ouais. S'il n'y avait pas le CNC, alors je suis le chauvin et tout, mais s'il n'y a pas le CNC, il n'y a pas tous ces studios. Le CNC aide énormément les studios, les jeunes studios. Et donc les le Centre national de la cinématographie, qui est donc une institution française. Tu peux entendre des gens critiquer le CNC parce qu'ils donnent, à tort ou à raison, j'en sais rien,
subventionne des films, des longs métrages français pas intéressants, chiants, etc. Et financé par aussi une partie des tickets de cinéma. Donc en fait, c'est vous le public quand vous allez voir des films en salle, avec une partie de votre ticket de cinéma. Ça revient au CNC qui a pris dispatch son budget sur. C'est d'ailleurs pour ça que c'est important qu'on ait encore des grosses comédies un peu débiles que les gens n'aiment pas forcément, mais que tout le monde va voir. Donc, Et ça, c'est quelque chose qu'il faut arriver à faire, c'est faire en sorte que des films moins grosses comédies marchent aussi. Ça, on ne sait pas. Ça, c'est public, on va dire. Mais voilà, c'est important de le dire que tous ces studios-là existent et arrivent à bosser sur des projets comme Primal et faire travailler des artistes en France. Parce qu'à une époque, il fallait aller aux États-Unis. Tu vois, si tu voulais bosser sur le prochain DreamWorks ou le Disney, ou au Japon, il faut que tu ailles là-bas. Là, ce qui est cool avec toute cette génération, c'est que maintenant, il y a beaucoup de belles productions qui se passent ici, là. Tu as les succursales des studios qui sont... Il y a le statut d'intermittent aussi, qui est typiquement français et qui aide quand même beaucoup à pouvoir bosser dans ce milieu. Donc c'est beaucoup de cette exception un peu culturelle française qu'on a ici et tout ce qui va avec, c'est grâce à ça aussi qu'on peut faire ce genre de choses. D'ailleurs, vos collègues américains de l'animation vont l'année prochaine rediscuter leurs droits avec les studios. Ça risque encore d'être plutôt funky, mais courageux parce que ça en parlait d'IA, ça commence à être le premier, pas un écho, mais de ce qui se passe là-bas. J'espère qu'ils réussiront à régler ce truc. C'est vraiment intéressant. Écoute, on est très contents. On va montrer Love, Death and Robots. Alors, donc le Collège Noir, 6 épisodes de 15 minutes, ça sort, c'est diffusé à partir du 31 octobre, donc mardi prochain sur ADN, avec les 2 premiers épisodes. Le premier épisode, les deux premiers, puis un épisode par semaine. C'est ça, voilà. Jusqu'au 6e, donc ça nous amène jusqu'à quoi? Jusqu'à fin octobre ou début novembre? Ouais, fin novembre. Fin novembre, voilà, c'est 6 fois 15 minutes, c'est une petite série, mais voilà, c'est une première production originale. Et on espère que beaucoup de gens iront la voir, et ça permet de soutenir un peu les créations originales et de nous donner l'opportunité de continuer dans cette lancée-là. Justement, après le Collège Noir, il y a plusieurs projets, on va dire, dans les tuyaux au studio de la Cachette. Je pense qu'on peut peut-être revenir sur la page du studio ou la page Vimeo. Je crois qu'il y avait peut-être des images de notamment du projet Mehdi Avis de Passage, qui est donc ton projet. Oui, exactement. Là, on a fait le projet d'Ulysse, le Collège Noir. Maintenant, l'idée, c'est de pousser le projet et de Julien et ton projet, qui sont 2 projets de série, pareil, de production. Donc Mehdi Avis de Passage et Mia, ça. Mouilly, qui lui sera un long métrage. Et on a peut-être du coup les images de ce qu'on peut montrer, c'est pas... Non, c'est sur Vimeo. Et qu'est-ce que c'est que ce projet-là En fait, moi, avant de faire des études en animation et en dessin, j'étais facteur, justement, pour payer ces études-là, encore une fois, en banlieue parisienne. Et j'étais assez jeune et j'ai vécu et rencontré pas mal de personnes intéressantes là-dedans. Et toujours un peu dans notre idée d'ancrer un peu les histoires localement. Et j'ai eu cette idée de faire cette petite série qui se passe en banlieue, d'un petit facteur qui fait ses tournées et qui aide son frère à faire ses études. Et il y a tout un univers quotidien que je vais essayer de décrire et de montrer à travers cette série. Et un peu comme Collège Noir, notre fantasme, entre guillemets, c'est de montrer... Pas une autre image, parce que c'est un peu classique, ce truc, je veux montrer notre histoire de la banlieue, etc. Mais c'est juste, je pense que quand j'étais petit, il y a plein de jeunes qui auraient aimé voir une série d'animation qui se passe dans des lieux qu'ils connaissent, tu vois. Écouter, voir un bus RATP, reconnaître des lieux typiques. Et là, dans ce projet-là, aussi montrer que la banlieue, ce n'est pas que des barres de béton, il y a aussi des petits quartiers pavillonnaires, des personnages. Ça, c'est à Sarcelles. Tu vois, Sarcelles, il y a le vieux Sarcelles, et puis il y a le Sarcelles qu'on connaît, justement, très bétonné, etc. Mais ancré dans le local, dans le réel. Et puis, pensez au souvenir goutte à goutte de Ghibli, ces genres de films un peu moins merveilleux, fantastiques que Miyazaki pouvait faire. Takahata faisait des choses un peu plus réalistes. Exactement. Et c'est exactement ça. Et l'école japonaise a beaucoup de ce genre de projets du quotidien. Et
je vais essayer en tout cas de montrer un petit moment, un temps de cette banlieue en animation. RATP. Ah là là, le bus Le avec fameux Kairos sur le... il faut faire un peu d'autopromo, tu vois. Mais voilà, encore une fois, nous on aime bien regarder des séries qui se passent à Shibuya ou Shinjuku. Sur le bus, ouais. Exactement, tu sais, c'est de la pub gratuite, hein. On profite, tu vois. Et donc il y a l'ambition du Collège Nord de pousser le studio à un autre niveau pour justement pousser ce genre de projet-là. Pour avoir, vous m'aviez dit quand j'étais venu vous voir, une production interne par an plus un projet de commande. Ouais. Idéalement, c'est une économie qui fonctionnerait. C'est un équilibre qui nous permet de ne pas être un énorme studio et puis en même temps c'est un équilibre qu'on a trouvé. Ça, du coup, c'est pour une diffusion. On vise de 2025. Ouais. Par là, 2025. L'idée, c'est-à-dire que là, Collège Nord se termine. Ouais. Et il faut préparer la suite, comme tu disais. Donc, écrire pendant que le collège se fait. Là, l'écriture, par exemple, de Mehdi est terminée. On est sur du storyboard. Pareil pour le long métrage de Julien. Et là, il est en plein storyboard. Et voilà, c'est que de garder les équipes et d'enchaîner de production en production, quoi. C'est vraiment l'idée. Ça, effectivement, c'est le teaser du. Alors, c'est le projet de Julien. C'est ça. Qui lui veut faire un long métrage qui est inspiré, donc, encore une fois, des mythologies, cette fois-ci chinoises, il me semble. C'est ça. C'est ça, ouais. Vous cherchez des diffuseurs, du coup? Parce que vous pouvez faire un appel à financement, si vous voulez. Non, mais c'est... Enfin, un appel... oui, enfin... Un peu, le Collège Nord nous a permis de faire nos armes, justement, à ce niveau-là, sur la recherche de financement. C'est canon. Donc, sur les deux projets, en fait, on a des pistes. Voilà, c'est... sans en dire plus. Mais encore une fois, le but, c'est de garder les droits... et de construire protéger un peu le studio, voilà, et construire un catalogue, parce que voilà, c'est le catalogue qui est hyper important. Voilà, Marvel ne serait pas Marvel s'ils n'avaient pas Iron Man, Thor, etc. Et nous, c'est un peu pareil. Si on ne reste qu'un studio de prestations, on dépendrait en fait de ces prestations. Là, aujourd'hui, tout marche bien et c'est cool, il y a les plateformes, mais si un jour il n'y a plus de plateformes, c'est un peu compliqué pour faire vivre le studio. Donc l'idée, c'est de construire un peu une sorte de patrimoine de films et d'univers pour essayer de trouver une sorte de cercle vertueux qui nous permet de projet en projet de financer le suivant et voilà, de montrer un peu tous les univers qu'on a en réserve, tout simplement. Super, formidable. Et ADN, c'est disponible dans les Prime Channel ou pas? Je sais plus. Non? Si, il est dans les Prime Channel. Ouais. On peut s'abonner via savoir Prime. Où est-ce que tu peux t'abonner via Prime, mais sinon l'abonnement soit en OTT, donc directement sur le site, soit via effectivement les Prime Channels. Les abonnements, c'est 6,99€ par mois pour le. Voilà, donc ça, comme ça, on a les infos pour ceux qui sont intéressés. Donc le Collège Noir le 31 sur ADN. Il n'y aura pas un coffret Blu-ray, un truc comme ça. Voilà, sachant que les Blu-ray, ça marche plus trop maintenant. Enfin, c'est c'est devenu un objet collector. Un peu. Tu fais un truc, un Blu-ray quand t'as une grosse série, tu veux faire un collector. Mais sinon, ça se vend plus. Les DVD, les Blu-ray. C'est plus pour l'objet, effectivement. C'est plus pour l'objet, voilà, c'est pour faire la collection d'un truc. Les dessinateurs de BD, c'est compatible avec votre activité. Pour embaucher quelqu'un, par exemple, Jenny a envie d'être embauché à la cachette, si jamais. Si vous cherchez des dessinateurs de BD, voilà, comme ça. Disons qu'on fait pas de BD au sein du studio, donc il n'y a pas de projet BD à faire au studio. Après, des gens qui font à la fois du dessin animé et de la bande dessinée, on en a plusieurs, notamment moi, du coup. Et on a un décorateur qui fait de la bande dessinée, qui bosse beaucoup avec nous. Enfin, donc souvent, c'est des sensibilités qui sont très compatibles. Ça sort sur Crunchyroll aussi. Non, Crunchyroll est un concurrent d'ADN. Non, mais voilà. Mauvaise question. ADN, c'est français et pas Crunchyroll, non? Crunchyroll, c'est Sony, non? C'est Sony, le gros groupe qui a mangé Wakanim. Oui, exactement, ils ont mangé Wakanim. Et ADN, c'est indépendant. C'est indépendant. Enfin, indépendant dans le sens. Vous qui êtes dans l'animation, du coup, moi j'étais curieux parce que nous, on en bouffe en termes on en parle tout le temps, on brasse. On fait une tier list. On a fait une tier list parce que c'était les 100 ans de Disney, etc. Donc d'ailleurs, on va faire une tier list Disney avec vous. Est-ce que vous, en tant que créateur d'animation, est-ce que vous êtes fan d'animation? Est-ce qu'il y a des coups de cœur récents qui sont venus vous
saisir ou des films ou des séries où vous avez dit ça c'est méconnu, ça c'est peu connu. Conseil à donner. Alors, moi c'est Slam Dunk. Ouais, bah moi aussi. Hein. Je crois que c'est notre Slam dernier Dunk. coup de cœur commun. Ouais. On va regarder ça. Ah oui, c'est la série Slam sur Dunk, le basket. qui sort de chez Toei aussi. Ouais. Alors voilà, on dit pas ça parce qu'on bosse avec Toei, mais vraiment. Non, on le dit aussi parce que c'est un film qui aurait mérité d'être beaucoup plus diffusé, je pense. Ouais. J'en ai beaucoup Vraiment, entendu parler de Slam Dunk. Ah ouais. Ouais, Tous ouais, ceux qui l'ont vu ouais. ressortent en disant mais en fait c'est génial, il faut aller le voir quoi. Et c'est un carton au Japon et tout, mais en France c'est pas vendu comme un truc ultra populaire, donc c'est pas sorti beaucoup, c'est un peu sorti de manière très discrète. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est l'auteur de la BD lui-même qui a réalisé le film. Ouais. Et voilà. Et alors pour le coup, moi qui suis pas du tout, j'ai jamais lu Slam Dunk personnellement. Je connais l'auteur parce qu'il est connu, mais je suis pas spécialement fan de basket. J'y connais rien en basket et tout, donc très honnêtement. Et en plus, c'était son premier film. Je me suis dit, je voyais la même bande-annonce qu'on voit là, où c'est beaucoup de 3D. il y a un peu de 3D, Ouais, c'est un mélange entre la 2D et de la 3D. particulière, Et je me disais, ça m'intéresse pas du tout. Enfin, vraiment, je partais, mais. Presque de la retour, on dirait. C'est bizarre. En Ouais. me disant que ça allait pas me plaire du tout. Et je suis ressorti avec des étoiles dans les yeux. J'ai kiffé juste parce que la mise en scène est incroyable. Que tous les choix artistiques, même de la 3D et tout, sont tout à fait justifiés par ce qu'il raconte et par l'action qu'il veut mettre dedans et le réalisme qu'il veut mettre dedans. Et c'était une claque de bout en bout. Quoi. Donc là, c'est de la 3D, c'est des volumes 3D avec un effet 2D appliqué dessus. Voilà, C'est plus effet 2D par-dessus. Ce qu'on appelle le cel shading. Quoi. Voilà. Et voilà, et puis c'est mêlé parce que des fois il y a des plans en 2D pour les acting, par exemple pour les dialogues, mais c'est en 3D. Effectivement, tu sais, c'est marrant que tu poses cette question parce que parfois on se dit, en voyant certains projets, on se dit, tu sais, qui te font pas trop vibrer, tu te dis, est-ce que c'est peut-être parce qu'on n'a plus cette magie, on vieillit et que l'animation, voilà, tu sais, ça nous fait plus. Parce qu'on est dedans. Suranalyse les films. Parce que suranalyse, maintenant, quand on regarde un film d'animation, on regarde le truc avec un œil tellement professionnel et tellement de production que des fois on regarde juste les intervalles justement. On compte le nombre d'intervalles, on se dit, ok, c'est bien animé ou c'est. C'est ça ou même narrativement, il y a même toujours tu te dis il a fait ce choix-là narratif. Cette déformation professionnelle où tu regardes. Mais celui-là, du coup, quand on est parti le voir, comme disait Ulysse, moi je m'attendais à rien non plus. Et grosse claque quoi. Et pour le coup on était dedans, on n'a pas du tout pensé à la technique quoi. On était juste dans l'histoire, c'est tellement bien raconté, tellement prenant et tout que franchement grosse claque pour le coup. Et ça presque ça redonne effectivement un peu j'allais dire de foi en l'animation. On l'a toujours notre foi en l'animation, mais comme dit Oussama, on est tellement nous la tête sous l'eau dans des prods d'anime que souvent les films, des fois on passe un peu à côté ou on les regarde juste avec un œil d'analyse et tout. Et juste se remettre dans cette situation, on se retrouve comme un gamin devant un film à juste kiffer le film, ça fait trop plaisir. Quoi. Trop bien. J'ai pris une claque avec la série Castlevania sur Netflix. Vous en pensez quoi? Je sais pas si vous avez regardé ces séries belles animes sur Castlevania, il y a des super animateurs qui ont travaillé dessus. Je crois que c'est le même pas studio trop regardé tout le temps, moi Castlevania. Le même studio que Je crois que c'est le même studio qui fait Castlevania et The Witcher, je crois. C'est possible. Je sais plus qui a fait. Coréen, je sais plus. Non. Castlevania, je crois que c'est américain. Je crois que c'est américain. Ah oui, c'est Titmouse. C'est Titmouse ou Powerhouse, je sais plus exactement, mais moi j'ai vu que 2 ou 3 épisodes et c'est bien foutu. Pour le genre, c'est bien foutu, tu vois. Ouais. Après. Encore une fois, je pense que quand quelqu'un regarde une œuvre, que ce soit un film, une série, en animation ou pas, recherche quelque chose. Et selon l'audience, si tu recherches de la baston et de l'action super cool, je pense que tu vois, Castlevania est super. Et pour d'autres, qui cherchent une histoire un peu plus développée, un peu plus construite. Voilà, je sais pas si Castlevania a une histoire développée, mais voilà, c'était super bien foutu en tout cas. Ouais, il y a super de très belles animations. Animation de baston. Mais sinon, peut-être plus globalement, on a parlé des trucs récents, mais si vous deviez garder, je sais pas, c'est la question un peu la con des médias, si vous deviez garder genre 3 ou 5 films ou séries d'animation, vous conseillez c'est toujours dur à répondre. C'est dur, je sais. C'est quoi votre panthéon? Votre top 3 d'animation ever? C'est très dur. Nous, on a forcément... comme je pense 99% des gens qui bossent dans l'anime, Miyazaki a une place énorme dans notre culture. Vous serez dans la salle le mercredi prochain. Okay, un Miyazaki. On sera donc il y a forcément un Miyazaki. Moi, le premier que j'avais découvert, c'était Princesse Mononoke, c'est probablement le film qui m'a donné envie de faire de l'animation et qui m'a décidé que ce serait ça que je ferais comme métier. Donc clairement, énorme claque aussi. On a parlé des inspirations d'ailleurs, je sais plus. Parce que je me suis demandé, moi, par exemple, en voyant. Je pense que les films qu'on a dans notre panthéon sont ceux qui nous ont inspiré beaucoup, je pense. Ouais. Parce qu'en voyant le Collège Georges, moi j'ai pensé à Brian Lee O'Malley aussi, Scott Pilgrim. Quoi donc? Brian Lee O'Malley, qui a fait Scott Pilgrim.
Ah oui, Il y a- un petit peu, ouais. Il y a Oui, ça avec un peu. Lena, et c'est marrant parce que Lena, je me suis rendu compte que j'avais fait pratiquement une copie de la coupe de cheveux de Ramona. Ramona de Flowers. Ramona, mais inconsciemment, c'est-à-dire c'est après au moment où j'ai commencé à faire les planches et à sortir les présents, je me dis mais en fait je me rappelle de cette coupe, c'est pas Ramona Flowers. Regarde, putain, j'ai copié Ramona Flowers sans faire gaffe. Des fois il y a des trucs comme ça, c'est inconscient mais ça se fait tout seul. Ah, donc Miyazaki. Il y a Paprika qui est Il y a des gens qui disent Paprika, Akira, il y a des gens qui disent Paprika, Akira, ouais, évidemment. Satoshi Kon. Mais tu vois, c'est fou Satoshi parce que Kon. c'est vrai qu'il y a, enfin, je pense que beaucoup des noms qui vont revenir, c'est des noms japonais en fait. Oui, mais après, bon, il y a, tu vois, le Roi Lion, par exemple. Enfin, voilà, si on prend Ouais, dans les du Disney, il y a côté des choses aussi, Disney, moi, je sais que le Roi Lion, alors, c'est une Ton Disney préféré? Ça y est, on va en parler. Il était dans le haut de notre Il est- série. On a fait un classement, c'est quoi votre Disney préféré? Ah, le Disney préféré. Mais le Roi Lion, quand même, a une place le Roi Lion, c'est particulière parce que, voilà, je trouvais que c'était un des seuls Disney où tu voyais la mort d'un personnage à l'écran. Tu vois, donc c'est Ouais. assez fort et tu vois pas beaucoup. C'est dans les Disney, ils tombent souvent dans un ravin où ils disparaissent, tu sais pas trop ce qui se passe. Et là, il y a cette scène, tu vois, là, qui me vient en tête, tu vois, d'un Simba qui est devant le cadavre de son corps, père. Et ça, voilà, ils en ont pas fait beaucoup. Et ça Le marque. trauma originel. Ouais, voilà. Et puis après, si Ouais, tu veux un autre trauma, moi, on parlait de Takahata, effectivement. Tu vois, moi, le tombeau des Lucioles. Oui. C'est un autre trauma, mais tu sais, ça m'a, comment expliquer, introduit un peu dans l'animation pour adultes. Mais tu vois, j'avais quoi, 12 ans, 11 ans, que tu regardes, tu tombes sur Arte le soir à 20h30, il y a un film d'animation. Tu dis, c'est un film d'animation à 20h30, pourquoi? Tu regardes ce film-là, et puis à la fin, bah, tu connais la fin. T'es détruit, quoi. T'es détruit, tu pleures, t'es en pleurs, tu finis en pleurs. Et ça, c'est ce genre de film d'animation qui fait que bah, ça reste un film. Tu vois, l'animation Tu n'est te dis pas c'est technique. possible. Ah bah tiens, c'est Exactement. possible de faire ça. C'est possible de Ça raconter repousse un peu les limites de ce que tu pensais être possible en animation. Quoi. En France, c'est vrai que les Japonais sont un peu en avance là-dessus. C'est qu'en Europe ou les pays occidentaux, voilà, l'animation, ça reste quand même un truc pour les enfants. Tu vois, c'est genre, voilà, pas de patrouille, tout ça. Alors que non, tu vois, il y a aussi une animation un peu plus adulte et adulte, ambitieuse aussi. C'est avec ambitieuse. vraiment l'envie de raconter des histoires. Alors on avait eu des trucs comme ça avec. intéressantes Là, il y a Ernest et Célestine qui est cité. On en a parlé Ah tout oui, à l'heure. Mais bien Il y sûr, avait eu sur lequel vous avez les. travaillé, Sur lequel, Ouais. alors le premier dessin animé d'Ernest, le premier film, Julien et moi, on avait travaillé en tant qu'animateur dessus. Et ensuite, là, il y a eu une série d'animation qui était en 3D que Julien a co-réalisé. Et ensuite, ils ont encore appelé Julien pour lui proposer de réaliser le film. Le second film, Oui, le second c'est Célestine. Et c'est un peu Julien qui a négocié que le film soit fait en 2D avec une partie animée du coup à la cachette. Et donc on s'est retrouvé à faire une partie de l'animation du deuxième film de Ernest et Célestine, voilà, avec Julien à la réalisation. Et moi je pensais aussi au triplet de Belleville aussi, Voilà. qui était un film. Ce que c'est j'allais pas dire, pour- c'est qu'il y a une très grande culture de l'animation en Ouais. France. Ouais. On a beaucoup de chance aussi. C'est pour Ouais, ça qu'on on a le dessin animé originel, le Roi et l'Oiseau, qui a lui-même inspiré les Japonais, Bah oui, Miyazaki. ouais, bien Donc sûr. en vrai, voilà. Regardez le Roi et l'Oiseau dans le chat si vous l'avez pas vu. Le Roi et l'Oiseau, chouette. c'est pareil, c'est une claque monumentale. Ce film. Non, on a une grande culture de l'animation en France aussi, donc voilà, on est un peu tous des enfants de toutes ces cultures, tu vois, américaines, françaises et japonaises. Et ça vous a fait quoi quand Ghibli a sorti son Aya et la sorcière sur Netflix en 3D? J'ai pas vu, j'ai toujours pas vu ce 3D. film, j'avoue. Ça, Aya la Ah, c'est sorcière, ça, c'est Aya la petite sorcière ou un truc. Ouais, Aya la sorcière, ouais, il y a un j'ai même Ghibli pas en regardé, 3D. C'était- Mais c'est vraiment Ghibli. Attends, c'est Ghibli. c'est Aya, studio la Je crois même que c'est pas le fils C'est Goro, je Miyazaki. crois. C'est Goro Ouais, Miyazaki, c'est Goro ouais. Miyazaki. Oui, je crois que c'est leur seul test un peu 3D pour vraiment l'instant. Ghibli. Je crois que c'est Ghibli. Ouais. Ouais, moi ça m'a choqué parce que du coup, pour le moins, moi, Tu vois, Ouais, j'ai dû bah, effectivement t'as le début, le voir, mais Ouais, ouais, c'est c'est un Ghibli en 3D, c'est Ouais. Bah, ils testent. Après, tu vois, Ghibli, ils sont dans une situation complexe parce qu'ils particulier. Miyazaki qui se fait vieux, Takahata qui est parti. Enfin, c'est un peu la fin d'une époque, quoi, pour eux. Ouais. Et je pense qu'ils cherchent un peu comment va évoluer leur studio après. Est-ce que qui va reprendre les rênes du truc. Enfin, Miyazaki est assez pessimiste sur le. Il dit, ouais, c'est la il fin est d'une époque, on s'est bien pessimiste, amusé ouais. pendant 40 ans. Et puis, Bah, il est C'est pessimiste. pour ça qu'il arrive pas à partir. De base, il est pessimiste, Miyazaki, de toute façon. Ah ouais, c'est Ghibli. Tu vois, ça m'est Ah là. totalement Et passé bon, par-dessus. Ouais, la ça a pas tête. trop marché, je crois. Ouais, je crois, parce que ouais, Mais c'est ce strip de boulet sur Miyazaki qui revient tout le temps. Oui, ouais, comme un chat. Comme un chat. Ouais, c'est ça, c'est la grande Déjà, gag. Non, Mononoke mais devait être son dernier, alors ça vous donne une. Mais il mourra sur un film, hein, clairement. Enfin, je Ah bah là, son prochain, là, s'il doit mettre 10 piges à le faire, effectivement, c'est En plus, particulier. il en Rémi sans encore. famille, ouais. Là, on va sur des
des Non, mais bails des années Rémi sans 80. Mais Rémi sans famille, Mais c'est- tu vois, ce qui est euh, marrant, c'est qu'il y a c'est c'est beaucoup cool, hein. ce qui ressort beaucoup, c'est les dessins animés qui ont ce côté un peu sombre. trauma entre guillemets, C'est la déprime, genre Bambi, le roi lion. Le petit Moi dinosaure. il y avait le Ah petit ouais. dinosaure. Le petit Ah, dinosaure, Don il est Bluth, terrifiant, ce dinosaure, film. c'est Et génial, avec hein. des scènes vraiment dures, quoi, tu vois, le petit les dinosaure souris, qui là, perd sa mère, qui est les souris avec de- l'exode, tu vois, Ouais. l'exode de Mince. juifs en Amérique. Enfin, c'était vraiment, ça Ouais, parle ouais. de trucs Mince. assez Fievel, assez sombres en C'est fait. quoi tu vois. le secret de Nîmes aussi? C'est Ouais, le Secret de Nîmes, où t'as le gamin malade, enfin c'est des trucs assez dark. Et justement, moi avec le Collège Noir, ce que j'avais envie de refaire, c'était de retrouver un peu ce genre de séries et de films pour enfants qui se permettaient d'aller dans des trucs dark, tu vois. Et que à un moment je me suis dit en fait, j'ai trouvé qu'il y en avait beaucoup moins. Et qu'aujourd'hui ça se faisait plus tellement en fait. J'ai pas en tête de projets comme ça qui s'autorisent à essayer d'aller faire un peu d'incursion sur les trucs dark pour les enfants. Et donc l'idée c'était avec le Collège Nord de proposer un truc un peu comme ça. Donc tous ces trucs dont on parle, c'est des rêves un peu c'est les rêves que j'avais moi pour le Collège Noir. Donc ça, Ouais. en termes C'est vrai que d'inspiration, c'était ça, quoi. Ça le dit dans le chat, c'est vrai que les plateformes de streaming ont aussi ouvert le prisme et ont permis du coup à plein de projets, comme le Collège Noir, comme d'autres, un Exactement. peu plus adultes, un peu plus violents, un peu plus... C'est ça. Love, Death Il y a and eu Robots, c'est un bon exemple. l'effet De- pervers un peu qu'il y a eu de voilà. ce truc, c'est que du coup, quand on a commencé à pouvoir faire, on s'est dit, ah, c'est cool, on peut faire de l'animation adulte. Donc il y a beaucoup de projets qui ont été faits, mais qui allaient dans l'extrême adulte, du coup, en se disant, ah, on va faire un truc ultra violent avec du sexe, notamment Love, Death and Robots, enfin, Très voilà, sanglant. très sanglant et Ouais. tout, enfin des trucs très très adultes, tu vois. Et nous, ce truc-là, enfin, il y a des trucs super et tout, mais c'est pas ça qui nous intéresse. Nous, c'est vraiment cet entre-deux qui, encore une fois, est encore un peu dur à atteindre. C'est l'animation, soit c'est pour les tout petits, soit c'est pour les tout adultes. Ouais. Mais il n'y a pas ce truc qui flirte un peu sur la limite entre un truc familial qui se permet d'aborder des thèmes sombres, un peu durs, ou même juste des thèmes des thèmes ambitieux, Ouais. tu vois, un peu dramatiques et tout. Et nous, je crois que c'est un peu dans ce créneau-là que nous on essaie de s'insérer, quoi. On aime la difficulté. Ouais, mais après, c'est un peu moi ce que je Après, il y a cherche un chez public, hein, Pixar par exemple. Ouais. Je prends un film comme Vice Versa, c'est vraiment c'est ça, quoi, c'est un Pixar, film à un pour moment, ils avaient enfants. lancé un peu ce Il parle truc, un peu de de dépression, dépression, quand même. Mais oui, mais parce que c'est la vie. Enfin, tu vois, Ouais, c'est ouais. des sujets. Et il y a ce truc où effectivement tu veux protéger les enfants et à fond, mais c'est vrai que nous quand on était petits, on tombait sur des trucs. Je dis pas qu'il faut regarder des trucs hardcore quand t'es petit, mais tu sais, c'est un peu comme les contes de Perrault Ouais, traditionnels à l'époque. Enfin, tu vois, il y avait une T'as un sorte de sous-texte un super. sous-texte, un message pour te préparer un peu à ta vie d'adulte. Ouais. C'est tout, tu vois. C'est ça, ouais. Eh bien, parfait. Mais en tout cas, je sais pas si vous avez des questions dans le chat, n'hésitez pas, c'est le moment. Là, on arrive doucement à la fin. On est à la fin, ouais. À la fin du live. On va peut-être remettre la bande-annonce du Collège Noir pour conclure. En tout cas, merci Ulysse, merci Oussama d'être venu pour présenter du coup la série Le Collège Noir qui, rappelons-le, est sur ADN, la plateforme de streaming ADN, le mardi prochain, à partir du 31 octobre. Voilà, c'est 6 épisodes de 15 minutes chacun. Et ça a donc l'histoire de 5 jeunes collégiens qui partent à la recherche de leur pote disparu C'est celle qui a les cheveux roses que tu disais tout à l'heure. Qui Ouais, ressemble à un- ouais, la pionne. et qui vont se heurter au monstre du Cantal et d'Auvergne. C'est ça. Et d'ailleurs, je sais pas si vous avez lu Seconds de Brian Lee O'Malley, qui est la BD qu'il Ouais. a fait après Scott Pilgrim. Super, Et ouais. c'est vachement bien. Et il y a un peu un univers un peu comme ça, un peu mythique. J'aime Enfin, beaucoup cet auteur. ouais. Je trouve ça super ce qu'il fait. Merci à vous, ça m'a donné envie de me remettre à l'animation. Bah voilà. Bah, tant Vous mieux. allez faire Eh ben, avec plaisir. On fait ça pour ça. et la c'est vrai bête qu'après. du Puy de Sancy. C'est vrai qu'après des histoires françaises, des contes, etc., qu'on pourrait adapter en animation, C'est il y en a ça. des dizaines. Hein, ça, C'est vrai que sûr. ce soit en Bretagne ou en Lorraine, moi le Graouli, j'en connais, on a tous. Bah ouais, La Goule de Poitiers, Ouais, la Goule de Poitiers. qui a donné son nom à une boîte de nuit à Poitiers qui s'appelle la Grand Mais Goule. je sais pas pourquoi les diffuseurs ou les créateurs n'ont pas exploré un peu ce terrain-là, parce que c'est vrai que il y a tellement de choses et Ah, et c'est même ouf, ouais. des trucs qui se perdent, comme disait Ulysse. Tu vois, sur la série, tu as un personnage qui parle en occitan. Enfin, tu vois, il y a des choses qui, Il y a voilà, des patois, il y a des parlers, il y a des exactement, tu vois. Et Et ce truc-là, c'est des trucs le qui même sont amenés débat. un peu à disparaître dans Ouais. quelques années si c'est pas réactivé d'une manière ou d'une autre. Tu vois. Je pense que c'est le même débat qu'il y a souvent sur le cinéma de genre en France, qui est En plus. un peu, qui revient un peu, mais qui est toujours un peu délaissé et difficile. Très difficile. Et Comme tu voilà. disais tout à l'heure, là, c'est la comédie qui règne un peu, que ce soit en live Mm. ou en anime. Bon, l'anime, c'est vraiment pour les tout petits, c'est trouver Ouais. les trucs. Ouais. Mais l'entre-deux est compliqué. Mais voilà, encore une fois, il y a une nouvelle génération qui arrive, enfin qui est là même, je te dirais. Et Oui. on essaye un peu de bouger les lignes avec des partenaires qui prennent du risque. Voilà.
Mais écoutez, on va découvrir ça la semaine prochaine du coup sur ADN, le Collège Noir, la série du studio La Cachette. Merci. Merci beaucoup d'être venu. J'ai une info qui n'a rien à voir avec la tech ni rien, qui Une info vient de tomber. Qui vient de Ça y est, tomber. c'est officiel. Bah, c'est pas officiel, du coup Daft Punk ne fera pas la cérémonie d'ouverture des JO. Ah, Ils ont démenti. Ils ont Désillusion. démenti. Après, à voir si c'est pas encore un Daft Punk au JO. truc. Mais Thomas Joly s'est excusé. Donc Thomas Joly, qui est le directeur artistique de la cérémonie d'ouverture des JO, s'est excusé pour l'ambiguïté de ses propos. Ça veut Oh là dire là. qu'à moins d'un an de la cérémonie, ils ont pas On a trop- personne. on Ils a vont faire Mylène Farmer sans doute. Ils vont sans doute Voilà. arriver avec Mylène Farmer. Et ils vont faire Matt Pokora, Ah non, non. un truc C'est comme les ça. JO quand même, faut que tu arrives. Non, mais c'est un peu comme le rugby, peut-être un truc bien. Ouais, tu vois, bah non, ils en parlaient traduit, tout à l'heure. franchouillard. Il y aura Jean Dujardin qui est avec sa baguette. Ou alors ils voilà. font comme les Grammy Awards, c'est-à-dire qu'ils disent non, ils seront pas là, et les mecs sortent Ça serait de la charmant. scène et les gens deviennent fous. Mais c'est ça, mais en plus, ouais. après, ils peuvent dire, après, ils C'est sont ça. à dire ils seront pas là, et en fait, c'est juste que Thomas Bangalter et Emmanuel de Cristo seront pas dans les trucs, mais ça sera deux mecs random qui auront les Si, si. costumes et on fera genre c'est eux, quoi. Parce que Ils ont les juste droits à des mettre musiques, deux mecs. donc en fait, on a- C'est ça, mettre deux mecs avec Quand des ils vont casques, relever, puis ça sera passera. genre Manuel Valls et Jean-Pierre Raffarin, tu vois, je sais pas. Belle surprise. Bon, on va Ah bah. terminer par un raid, évidemment. Oui, on va La raider petite quelqu'un. tradition. On va aller sur un. Donc Red, c'est effectivement. Je sais pas si vous êtes familier avec Twitch, mais du coup, Pas c'est- du tout. C'est, Arrête. Ah oui, si, vous allez moi, je envoyer connais tous pas. vos- On va envoyer tous nos- Oui, oui, si. tous nos viewers chez quelqu'un d'autre. Ah bah, après, si chez vous êtes- chez Lame si peut-être. vous êtes- Ah bah, il y a Boulet. Attends, on va aller voir Bah, Boulet. on va du coup. Boulet. Ah bah On voilà. va aller voir Il y Boulet. a Boulet qui attends. travaille sur Ragnarok. Sur Ragnarok, ouais. Sur Ragnarok, ouais, qui est en train d'écrire le nouveau tome de Il de nous dessiner. jette loin, non, on vous jette Super. pas, on vous dépose au pied de Boulet. Comme ça, vous pourrez lui raconter notre discussion avec celui de la cachette. Je pense que Gilles est très intéressé par ça, évidemment, Mhm. le connaissant. Bon, je vais vous laisser sur la BD sur Miyazaki de Boulet, comme ça ça fera la transition. Voilà. Donc merci beaucoup, hein, vraiment, mais tous les deux merci à d'être vous. venus, Ouais, c'était merci super à vous. intéressant. C'était super. Et merci au chat pour vos questions et pour Effectivement. votre participation. Et merci à puis, Karl évidemment pour son merci à talent, Karl, pour quelle son talent de réalisation toujours. magnifique. Merci beaucoup. Et puis donc allez faire des bisous à Boulet. Très Voilà. très bonne journée tout le monde, bon appétit pour ceux qui vont manger. Et on se retrouve demain donc au Futuroscope, je vous rappelle. Donc oui. donc soyez là, ça devrait être un spectacle au moins, même si ça foire, ça sera un spectacle je pense. Donc voilà, soyez là. Salut à Bonne tous. journée, au revoir. Au revoir.